Le président de la République lui-même a été interrogé à New York en marge du Conseil de l'Assemblée générale début septembre. Il a eu une réponse un petit peu dans l'esprit de cette dépêche, de dire pourquoi pas suspendre les poursuites contre Bachir s'il coopère sur le terrain des négociations de paix. C'est assez curieux qu'un chef d'État, quel qu'il soit, puisse peser sur les décisions de la CPI, Claude Jordan. Oui, c'était pas tout à fait ça dans la position, c'était plus important et plus grave. Je crois que la position du chef de l'État français en marge de l'Assemblée générale, dire si par ailleurs le chef d'État al-Bachir livre deux autres accusés qui sont, ne souriez pas, le ministre des Affaires humanitaires, il y a un ministre des Affaires humanitaires au Soudan, oui, ça existe, et puis un autre ministre important. Et donc, on voit au Conseil de sécurité se dessiner une position, je ne prends pas parti parce que la question est fondamentale, de l'article 16, mais sur ce que vous venez de dire, c'est vrai que le chef de l'État, on parlait de la variation de la position de l'Élysée, je crois que c'était ça au début, c'est de dire, bon, écoutez, on va suspendre, grâce à l'article 16, il faut quand même l'accord des autres membres permanents du Conseil de sécurité, et des membres non permanents, qu'on oublie, qui sont très importants aussi, même s'ils n'ont pas le droit de veto. On va suspendre. Monsieur al-Bachir, on va vous laisser tranquille pendant au moins une année. Maintenant, soyez sympathiques, livrez-nous les deux autres mis en accusation. Alors là, c'est effectivement une ingérence totale dans un processus judiciaire international, et je le dis, qui n'est pas à la gloire de notre pays. Cela étant, la question est fondamentale. C'est quand même, qu'est-ce qu'on fait prédominer à l'heure actuelle ? Est-ce qu'on fait prédominer une guerre qui perdure ? Est-ce qu'aussi le rôle de la CPI n'est pas aussi de faire pression quelque part sur les acteurs ? C'est les acteurs. N'oublions pas quand même qu'en 1944 ou 1943, quand les trois grands, la France n'y était pas encore, ont décidé d'un tribunal militaire international, c'est vrai que l'idée quand même de faire un procès à Nuremberg, je ne parle pas de la position Staline qui disait fusillez-les tous, ça a quand même beaucoup pesé aussi quand même. Je crois que c'est pas quand même totalement inutile de se poser la question. Pourquoi la justice internationale échapperait aux grandes règles de la justice, qui est de rendre justice et pas de faire pression ou faire de la politique, enfin, j'ai l'impression que là, on mélange un peu les genres quand même. Non, on mélange pas. Je m'étonne qu'un juriste comme vous... Non, ne vous étonnez pas du tout. Je crois que Simon Fourman l'a dit, l'article 16 existe. Ça, vous ne pouvez pas... C'est l'article 16 du statut de la CPI. Oui, le statut de la CPI. Pas l'article 16 de la Constitution française qui, ils ont été quand même... ils ont été quand même... pour le président de la République. Non, mais... La Villardière, je ne défends pas. Je dis simplement que cet article 16 a été adopté, et pas uniquement par les 106 pays qui aujourd'hui ont ratifié. Il ne faut pas oublier quand même que ce statut a été signé par 115, 120 pays, dont les États-Unis d'ailleurs. 120, oui. Dans les États-Unis. C'est après que M. Bush a inventé un concept juridique tout à fait étonnant qui était la désignature, dès qu'il est arrivé à la Maison-Blanche. Bon, donc ne vous étonnez pas, je dois dire que l'article 16 existe. Il ne faut donc pas s'étonner que les diplomates veuillent s'en servir. Je dois dire, ça leur sortirait une épine du pied. Mais que de même que pour le Rwanda, ça sortirait une épine du pied si M. Bruguière sortait les mandats d'arrêt dans l'attentat de Juvenal à Biarimana, de l'avion de Juvenal à Biarimana. Là, nous sommes au cœur de la problématique de la justice pénale internationale, justice politique. On ne peut pas non plus reprocher aux diplomates de vouloir faire progresser le débat politique. Simon Fourman, là-dessus ? Oui, on a cette espèce de frayeur de tout d'un coup, cet instrument. Alors on l'a désiré tellement ardemment qu'on a l'impression que maintenant qu'il est là, on n'ose plus l'utiliser, cette Cour pénale internationale qui risque d'entraver la paix. Je crois qu'il faut être dogmatique ni dans un sens ni dans l'autre. Oui. Encore une fois, on tâtonne, on est dans les balbutiements de cette justice pénale internationale, elle avance pas à pas, certains trouvent pas très rapidement. On verra. Pour le moment, sur les 10 dernières années, il y a l'exemple des accords de Dayton qui ont été signés en 1995. Quelques mois, je crois, avant, Mladic et Karadzic avaient fait l'objet d'inculpations. Ça n'a pas, que je sache, empêché la signature des accords de Dayton, et certains disent même que ça les a un petit peu facilités. On a l'exemple du Libéria. On commence à voir, encore une fois, cette justice pénale internationale, elle n'existe que depuis très peu de temps, mais au Libéria, Charles Taylor a été
inculpé, je crois, au moment où il se rendait à des négociations de paix. Il n'a pas pu y aller, les négociations ont achoppé, il a été mis en minorité, il a dû quitter le pouvoir, les négociations de paix ont abouti, et aujourd'hui, j'étais à La Haye il y a 15 jours, et j'ai vu Charles Taylor dans son box devant ses juges. Quelque chose qui était inenvisageable à l'époque où il ramassait les enfants pour les envoyer se faire tuer et massacrer autour d'eux. Donc, ayons un petit peu confiance dans l'avenir. C'est un peu une profession de foi que je fais là, mais ne partons pas forcément pessimistes et ne pensons pas que les institutions ne sont faites que d'idéalistes aveugles aux réalités du terrain. Je crois que la justice pénale internationale va apprendre à tenir sa place dans ce monde international, et il faut observer ça avec prudence mais confiance aussi. D'accord. Des questions, je voudrais donner la parole à la salle. Monsieur ? Oui, je suis Michel Bonage, je suis journaliste. En fait, j'ai une remarque, une question. La remarque concerne l'article 16 en fait, de la CPI. En fait, l'article 16 suspend temporairement l'action internationale et pour un an. Donc, pour que ça soit reconduit, il faut qu'il y ait une autre résolution. Et donc, si pendant un an, parce qu'on parle du président soudanais, si le président soudanais n'obtempère pas, ne coopère pas, donc on peut à ce moment-là reprendre l'action de la justice internationale. Ça, c'est la remarque. Mais pour la question, le président soudanais, c'est toujours de lui qu'il s'agit, oui. Est actuellement un président en exercice qui a été élu selon les règles de son pays. Est-ce qu'il ne dispose pas de l'immunité inhérente à la fonction présidentielle de chef d'État ? Non, absolument plus. Depuis Nuremberg, et celui-ci a été confirmé dans les statuts du tribunal du Rwanda et du tribunal pour l'ex-Yougoslavie, la qualité de chef d'État n'est pas en principe et en pratique, la preuve Milosevic, n'est pas une source d'immunité. Pendant des siècles, on a vécu sur l'idée qu'un chef de l'État était immunisé, parce qu'effectivement, on ne pouvait pas mettre en accusation la nation qu'il représentait. Le principe nouveau de Nuremberg, ça a été de dire la qualité d'un chef de l'État. Si Hitler ne s'était pas suicidé, Hitler aurait été dans le box des accusés, avec les 24 accusés de Nuremberg. Donc le président al-Bashir, de ce point de vue-là, que son pays ait ratifié ou n'ait pas ratifié le statut, n'a pas d'immunité. Alors c'est un débat évidemment sur la justice internationale, mais également sur l'action des ONG et sur le rôle que peuvent jouer les humanitaires à ce titre. Donc je voudrais rappeler le cadre de ce débat. Je ne voudrais pas qu'on devienne trop juridique, même si c'est passionnant. Je voudrais donner la parole à Ronnie Broman, qui est avec nous et qui voulait, je crois, s'exprimer. Bonsoir. Oui, bonsoir. Donc justement, en reprenant le fil du sujet, action humanitaire et justice pénale, je voudrais dire derrière Lise Boudreau que pour un certain nombre d'organisations humanitaires, en particulier pour Médecins sans frontières, qui a mené des négociations bilatérales sur cette question, l'immunité est aussi la règle, et que nous avons demandé explicitement en tant qu'organisation travaillant dans les situations de conflit à être déliée de toutes les obligations, de toute obligation de témoignage vis-à-vis de la CPI. Donc le CICR, qui a effectivement, chacun le sait bien, chacun connaît bien les raisons ici, un statut spécifique, a fait d'une certaine manière jurisprudence. Et d'autres, parce que par exemple Médecins sans frontières s'est directement inspiré des dispositions concernant le CICR pour obtenir ce statut-là. Et c'est pour nous très important. Claude Jorda parlait de ce qui se passe actuellement au Kivu. Le Kivu pour MSF comme pour d'autres ONG, c'est une énorme mission extrêmement importante. Si demain nous commençons, enfin nos équipes sur le terrain commencent à être considérées comme des témoins potentiels, comme des auxiliaires de justice, comment vont-elles pouvoir négocier avec tel chef de guerre, tel chef de milice? C'est tout à fait impossible. Il faut que le rapport soit clair. Le capital dont on dispose sur le terrain, c'est la confiance. Et c'est une certaine discrétion fait en effet partie de cette confiance.